Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Et depuis 2 semaines, on a l'autrice et illustratrice Janouève Leguerrier qui est ici pour ses projets de création. Allô, Janou! Bonjour, Ananda. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, c'est super plaisant de te recevoir. 2 semaines. Bien, merci de m'accueillir. Je suis chanceuse d'avoir la vie de château. Oui, au Château Landry. Tu es notre châtelaine des dernières voilà, semaines. Je me sens comme une princesse. Oui, l'an dernier, on s'était rencontrés au festival La Crue des Mots, printemps dernier, où tu étais en résidence de création avec Élodie Duhamel, qui est aussi illustratrice jeunesse et autrice, et Orbi, qui était avec vous à la maison R132 des Jardins de Métis. Dis-moi, en 1 an, il y a des choses qui ont dû changer depuis cette résidence-là, parce que maintenant, tu viens faire une résidence, mais tout seul. Tu m'as dit que c'était pas arrivé depuis 2005. Qu'est-ce que ça te fait de faire cette résidence-là pour toi tout seul? Ah, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me permet de me recentrer puis de revoir mes priorités. Puis, en fait, ce que j'avais beaucoup aimé à la résidence l'an dernier, c'est qu'on avait pu échanger sur nos procédés, sur nos processus créatifs. Puis, on a mis en place ensemble, Marie-Ève, Élodie et moi, on s'est mis des défis de faire un dessin par jour. Et Marie-Ève et moi, on a continué. Puis, depuis cette résidence-là? Oui, c'est ça. Okay. Donc, avant le 1er janvier 2024, j'essayais vraiment de m'y remettre, mais j'avais tout le temps des moments de pause. Puis finalement, là, depuis le 1er janvier 2024, je fais un dessin à tous les jours. Puis le fait de garder contact aussi, ça permet de garder la pratique vivante. Puis l'autre chose aussi, c'est que pendant la résidence avec Marie-Ève et Élodie, j'ai réalisé que j'avais plus envie de travailler à l'ordinateur, que je voulais vraiment passer à la gouache puis à la gouache acrylique. Puis c'est ce que je fais aussi. Oui, c'est un gros changement, mais je prends confiance, c'est le fun, puis je me laisse guider aussi avec les essais puis les erreurs. Donc, ça fait du bien. Je suis contente, c'est ce que je voulais. Est-ce qu'avant, tu étais aussi dessin sur papier, ensuite tu as fait dessin ordinateur et là tu reviens, ou tu avais déjà, c'était plus ordinateur, il me semble que tu étais graphiste, donc... Oui, en 2014-2015, je m'étais donné un défi de faire une peinture par jour. Puis je l'avais fait, puis c'est comme ça que j'avais rencontré Marie-Ève Orbi grâce aux réseaux sociaux, puis à ce projet-là. Mais pendant quelques années, j'ai essayé de recréer l'effet de peinture sur écran parce que quand on crée des livres, des fois, il y a des corrections qui doivent être faites. Donc, je pensais que ce serait plus efficace de travailler sur l'écran. Mais finalement, je me rends compte que les erreurs ou les surprises en cours de route sont très nourrissantes dans le processus, puis ça fait des images peut-être plus vivantes. Ah, c'est super. Donc, ça fait pas très longtemps que tu illustres tes propres livres. Tu as illustré pour d'autres personnes ou c'est d'autres personnes qui ont illustré ton livre comme Lapin perdu, Lapin trouvé. Ça a été quoi ton parcours pour arriver à être autrice et illustratrice de tes propres livres? C'est une belle question. Ouais. Je veux faire ça depuis vraiment longtemps. Donc, quand j'étais étudiante en design graphique, je voulais écrire puis illustrer mes livres. Mais quand j'étais plus jeune, je passais pas tant de temps que ça à dessiner. Je faisais plein d'autres choses, là, mais dessiner, c'était pas mon réflexe premier. Donc, quand je suis arrivée en graphisme, j'avais déjà un peu de retard en dessin par rapport aux autres. Ça me complexait vraiment. Mais j'ai publié mes premiers textes en 2001. J'ai travaillé en France, là où ils publient les pommes d'api. Donc, j'avais écrit mes premiers textes à ce moment-là. Puis ensuite, en revenant, j'ai fait 2 livres que j'ai écrits et illustrés, mais je n'étais pas satisfaite des images. Là, maintenant, je les regarde avec beaucoup de tendresse, puis je comprends qu'il fallait commencer quelque part. Puis qu'il y avait un processus. Oui, c'est ça. Puis ils sont mignons, là. Je regardais ça justement cette semaine, puis je me disais, ils sont vraiment beaux. Mais c'est ça. Donc après, j'ai fait des illustrations. Ensuite, j'ai écrit un livre, Lapin perdu, Lapin trouvé. Puis à ce moment-là, c'était un livre qui nécessitait beaucoup de douceur. Puis
j'avais pas encore trouvé la manière de le faire, de représenter cette douceur-là. Donc, je l'ai confié à Amélie Dubois, qui a fait un super beau travail. Oui. Puis depuis, bien là, j'ai illustré 3 livres, donc un livre de Dominique Demers sur la poésie puis le deuil, un livre de Gilles Thibault qui est un recueil de poésie, puis un dernier livre là, qui vient tout juste de sortir, qui sont les mots de Yvan Demuy, qui est sur l'aide médicale à mourir. Donc là, j'ai finalement trouvé mon univers, comment représenter la douceur puis la poésie. Mais là, c'est ça, ça prenait un nouveau défi, donc je passe à la peinture maintenant. Comment tu t'y prends pour représenter cette douceur-là, cette sensibilité-là, avec des sujets qui sont quand même importants? L'aide médicale à mourir, c'est quelque chose qui est comme un sujet assez difficile à parler. Comment tu as trouvé la voie de passage là-dedans? La poésie, mais la poésie visuelle, dans le fond. Donc, c'était de transposer des images puis des émotions en... Bien, c'était d'utiliser plus les métaphores, donc des images qui créent des nouvelles images. Je voulais pas que ce soit trop dru, comme illustrer une chambre d'hôpital, ou je voulais pas non plus... c'est sûr qu'il fallait parler de la douleur, de la perte, de l'incompréhension, de la colère, mais je voulais pas que ça soit non plus trop rouge, trop violent, trop... parce que je pense qu'on peut le ressentir, je veux dire, ça peut être très fort quand on le ressent, mais on n'est pas... Puis on peut être aussi complètement envahi, mais malgré tout ça, on continue à vivre. Donc, c'était un peu de représenter trouver le juste... Le juste équilibre, peut-être, oui, entre les couleurs. Ça. Mais tu sais, tu parlais qu'il y avait les couleurs, pas quelque chose de rouge et tout ça. À quel moment, toi, tu reconnais que c'est juste dans l'image? Ah, je sais pas. Je le ressens. Oui. Puis ça se passe pas... C'est beau. Merci. Oui. Mais j'essaie surtout J'essaie surtout de faire taire le cerveau gauche, puis de laisser plus la place au cerveau droit, où lui, on dirait que ça se passe plus dans le ressenti, dans ce qui semble juste, plus que réfléchir à comment je devrais le faire. C'est sûr qu'il y a une part où je me dis, bon, par exemple, pour la mort, je voulais pas tomber dans la religion, ou parce qu'il y a plein de religions, puis je voulais pas... Je voulais que ça soit le plus accessible à tout le monde sans que ça fasse peur, mais je visualisais pas forcément un paradis sur des nuages, mais quand même un univers. Donc, pour illustrer le passage de la mort, bien, c'est comme des petites cabanes nids qui sont tirées par des oiseaux. Puis cette idée-là, elle m'est venue en marchant justement l'an passé au Jardin de Métis, où je voyais tous les oiseaux je les entendais, qui étaient sur le rivage. Puis je me disais, ça, c'est un beau symbole. Donc, ça se passe beaucoup parce que j'observe, puis comment je le transpose, puis comment ça a un petit peu sa propre vie aussi. C'est pas tant contrôlé. On dirait que plus je me laisse porter par ce qui se présente à moi plutôt que de chercher, on dirait qu'il y a quelque chose de plus... je sais pas, ça se passe plus fluidement, plus naturellement. C'est super intéressant. Ça fait 2 semaines là, que, bien, c'est ta 2e semaine à Montjoly. Je regarde tes stories sur Instagram, puis je remarque que tu es vraiment une bonne exploratrice. On dirait que je redécouvre moi-même Montjoly par tes partages, les maisons, tous les petits détails qui sont beaux aussi, mais à travers tes yeux, à travers ce que toi, tu vois en tant qu'artiste. Donc, c'est vraiment plaisant de regarder ça. Je me demandais, là, tu travailles sur tes projets, dont un roman graphique sur la surconsommation. Et comment l'univers de Montjoly, parce que tu disais que au Jardin de Métis, tu t'es inspiré de ton environnement, et comment, là, présentement, ça influence le travail sur lequel tu travailles à Montjoly? Wow! C'est une question complexe. C'est une belle question. Ce qui est particulier à Montjoly, c'est que par rapport à où je vis, là, c'est différent. J'habite à Brossard, donc c'est une ville qui a été construite dans les années 60-70. Puis sinon, donc c'est toutes des constructions qui ne sont pas plus vieilles que 1960. Il y a quelques rares maisons qui sont plus vieilles, mais en général, les quartiers sont très uniformes, puis...
À Mont-Joli, il y a des côtes partout. Donc, déjà là, les points de vue sont différents, sont intéressants. Des fois, on va voir des toits. Des fois, on est en bas de la côte, donc la maison a l'air majestueuse. Puis, il y a plein de belles maisons. Il y a des gens qui sont comme super... qui prennent soin de leur propriété. Là. Et puis, il y a toutes sortes de belles couleurs aussi. Donc, ça, c'est vraiment réjouissant. Là. Je trouve que la ville est colorée. Puis, à d'autres endroits plus proches de la gare, on dirait qu'on est un peu dans un western, là, avec les édifices avec des façades qui sont un peu surélevées en avant, puis tout ça. Fait qu'il y a quelque chose de très... c'est nourrissant, c'est beau. Mes promenades sont nourrissantes. Par rapport au thème de la surconsommation, c'est ça, plus globalement aussi, mon texte parle des différences entre les riches et les pauvres, puis comment le besoin de paraître riche. Puis je vois que dans la ville, elle a tout son lot de défis puis de réalités qui sont où on sent qu'il y a quand même une certaine part de pauvreté aussi. Je l'ai peut-être moins montré dans les stories, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de richesse, puis il y a aussi de la pauvreté qui se côtoie. Puis ça aussi, ça me nourrit parce que il peut y avoir de la souffrance tant chez les riches que chez les pauvres, mais il y a quelque chose de très humain et vivant. Puis là, on sent que Mont-Joli fait partie du système dans lequel on est. Puis ça amène toutes sortes d'inégalités, puis d'un lot de défis, là, dans le fond, à surélever pour qu'il y ait plus de justice. Puis par rapport au thème de la surconsommation, c'est arrivé comment, cette chose-là, de faire un roman graphique sur ce sujet-là? Puis t'es rendu où dans ton processus? C'est né d'une grande crise existentielle. J'ai voulu faire comme tout le monde, là. J'ai voulu avoir une maison, je voulais avoir une grande famille, je voulais aller dans plus. C'est ce que j'ai fait. Puis finalement, c'était pas facile d'avoir des enfants, puis la maison était beaucoup trop grande, puis les factures revenaient vite. Donc, j'ai déménagé dans le plus petit. Puis quand j'ai déménagé dans le plus petit, il y a une partie de mon entourage qui était très surpris que je puisse être contente de ce choix-là, parce qu'habituellement, on va toujours dans le plus grand. Puis ça m'a beaucoup confrontée. Je me demandais, est-ce que mes choix sont corrects? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'il faudrait que je change? Je me demandais si c'était suffisant, si c'était... Puis donc j'ai commencé une grande recherche à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en veut toujours plus? Est-ce que l'humain est comme ça? Ou c'est la pression qu'on a extérieure? Qu'est-ce qui vient de nous ou de l'extérieur? Puis au fil des réponses que j'ai trouvées, ça m'a apaisée. Puis... Quel genre de réponse t'as eu? Par exemple, il y a plein d'études psychologiques qui démontrent que l'idée que le terrain est toujours plus vert chez le voisin, c'est un phénomène normal chez l'humain qu'on veut toujours améliorer sa condition. Puis ça nous a permis, ça a permis plein d'inventions, là, comme les antibiotiques, plein d'avancées dans la médecine, dans la psychologie, dans l'aérospatiale. Ça nous permet de développer, sauf que ce qui arrive, c'est qu'on s'habitue toujours à la nouveauté. Ça, c'est pour tout le monde. Fait que si on s'habitue à la nouveauté, bien, ça fait qu'on veut toujours quelque chose de différent parce que... mais on s'habitue aussi aux choses qui vont pas bien. Fait que ça veut dire que, tu sais, on est résilient, là. Mais dans une société où le message publicitaire est « achète plus », consomme plus, bien là, ça fait qu'on peut tomber dans... On a tendance à aller dans le plus au lieu dans le moins. Oui, c'est ça. Puis oublier qu'on peut être contenté puis serein avec... si ça correspond à nos valeurs, ce qu'on a, ça peut être suffisant. Puis on peut trouver une paix sans être tout le temps en train d'aller la chercher par ailleurs. Fait que ça peut créer cette espèce de manque-là incessant.
Donc, ça, c'est une des réponses que j'ai trouvées, mais il y en a plein d'autres. C'est super intéressant. Merci. On pourrait faire 1 heure, je pense, oui. juste sur le sujet. Vous la couperez si c'est trop long. Mais dis-moi, dans le travail que tu fais là, sur ce projet-là, je pense que tu avais beaucoup de peinture, de pages à faire. Oui. C'est ce que tu t'étais donné comme objectif, il me semble, là, de faire beaucoup de pages. T'es rendu où dans ton processus? Donc, c'est ça. Dans mon livre, le texte est terminé. Puis là, je venais ici pour faire plein d'images. J'ai beaucoup d'idées. Il y a aussi, je pense que dans le plus, toujours plus, il y a le côté matériel, mais je réalise que la découverte que j'ai faite en étant en résidence, c'est que peut-être que j'exige tout le temps beaucoup trop de ce que je pense que je vais être capable de faire. C'est comme un abîme, là. Tu t'exiges plus comme la société exige plus. Donc, c'est comme dans soi, comment on a dans soi ce qui est aussi à l'extérieur, la pression sociale. C'est intéressant. Oui, donc j'ai réalisé mes propres limites aussi. Tu sais, que c'est pas parce que j'ai le contexte idéal, loin de ma famille, loin de toutes les obligations d'horaire fixe puis de rendez-vous puis tout ça, que je peux avancer comme une machine. Je suis vraiment un être humain qui doit respecter mon propre rythme. Mais ceci dit, je devrais repartir avec 15-20 images de fait, puis sur une centaine, mais ça représente un 5e du livre, donc c'est encourageant. Mais c'est ça, c'est un projet il y a beaucoup de choses à faire, ça va prendre du temps, mais l'important, c'est d'avancer d'une manière la plus saine et sereine possible. Dans mon texte, c'était un peu... Au début, ça commence comme une chicane, mais en réalité, à la fin, on comprend qu'il y a un apaisement puis une réconciliation. On pense que c'est une chicane avec quelqu'un d'autre, mais en réalité, c'est une chicane avec moi-même. Donc... ce qui nous tiraille dans ce sujet-là. Là. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça drôle que ça soit constant. Tu sais, dans le fond, que cette même chicane-là avec moi-même qui est dans le livre, je l'ai même encore dans le processus en ce moment. C'est beau. Je ne suis pas trop fâchée contre moi, là. Il ne faut pas. J'ai goût de te poser une question amusante. Si tu avais un projet... Je te dirais un projet fantasmatique, là, le plus haut en couleur que tu aimerais faire. À quoi qu'il ressemblerait? Wow! Le plus haut en couleur? Peut-être un projet sur la couleur. Oui! Ça serait le fun. Il y a tellement de choses à dire sur la couleur, puis sur toutes les nuances, puis ce qu'on peut faire avec la couleur. Ça serait... tiens, j'ai rajouté un projet sur ma liste. Oui. Par ma question, désolée. Oui. Non, c'est vraiment intéressant, mais oui, puis j'aime ça, la couleur, donc... oui, pourquoi pas. Okay. Un livre sur la couleur. Un livre sur la couleur, allons-y. Et tu as rencontré les jeunes lors de la matinée jeunesse samedi dernier. Oui. C'était une rencontre toute intime et vraiment, vraiment belle rencontre. Tu leur as proposé un bricolage. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ces rencontres-là avec les jeunes? Le bricolage, c'est pour faire une illusion d'optique. Puis le moment où ça marche, l'espèce de lumière qui apparaît dans les yeux des enfants, ça, c'est la grande magie là, qui opère. Là, quand, dans le fond, on fait tourner un bâton, puis l'image, c'est 2 images qui apparaissent ensemble, là, dans le fond. Puis ça, quand les enfants voient que ça marche, il y a comme la magie. Ça, mais aussi, là, c'était le fun parce que c'était des jeunes qui, par un grand hasard, je les avais déjà rencontrés l'an passé. Donc, ça aussi, c'était très touchant de les revoir, puis de les voir grandir. Puis, j'espère continuer à les voir grandir. C'est super. Bien, merci beaucoup, Geneviève, pour ta générosité, C'était une super belle entrevue. Merci beaucoup. Puis, je te souhaite bonne chance dans la poursuite de ton projet, que tu continues cette semaine encore. Merci beaucoup, Ananda. Merci pour la chance d'être ici. Ça fait plaisir. Et nous, bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle entrevue dans La Tourine. On remercie nos collaborateurs, la télévision communautaire de la Métisse et la librairie Liboukou de Montjoly. On se dit à très bientôt.